au tout début de l'épidémie, notamment travaillé en ville où j'ai accompagné des jeunes homosexuels en fin de vie et que ça m'a énormément marqué, ce qui probablement a ouvert aussi mon approche sur la santé publique. J'ai fait de l'épidémiologie à l'ORS et puis j'ai intégré le ministère et là je me suis rendu compte que finalement l'organisation des soins, le développement de la prévention pouvait avoir autant d'effets que la pratique clinique, et j'avais la légitimité de connaître les malades. J'ai eu la chance d'intégrer le Conseil national du sida, de participer à la NRS, à la fois aux définitions de recherche sur les pays en voie de développement et de définir les recommandations de pratiques professionnelles. Et ça a été tellement riche, tout ce travail, analysant l'ensemble des éléments de la santé publique, y compris la dimension démocratie sanitaire, parce que dans le domaine du sida, le travail qu'on a réalisé, notamment à la NRS et à travers les recommandations de bonnes pratiques avec le TRT5, les associations de lutte contre le sida, ça a été une ouverture d'un monde qui a permis de faire évoluer notre système de santé publique pour améliorer la prise en charge des malades et pour structurer d'une manière générale un peu mieux notre organisation du système de santé. Expérience que j'utiliserai très très largement pour créer Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique. Donc, j'ai envie de vous dire le sida, tellement ça a été riche et passionnant. Et alors, c'était une autre épidémie. Là, je suis juste avant cette épidémie de Covid, que je suis parti juste avant. Et je pense qu'elle est aussi riche et qu'elle va interpeller nos dirigeants et les professionnels de santé publique pour encore faire évoluer notre système de santé publique. Je vais vous présenter donc cet ouvrage que j'ai écrit à l'issue de 3 ans de direction générale de santé publique France. Alors, c'est un ouvrage que j'ai clairement voulu comme un ouvrage de témoignage, un ouvrage d'une époque, parce que la création d'une agence nationale de santé publique, c'est pas tous les jours qu'on réalise une telle expérience. C'est un rattrapage pour la France, il faut vraiment le comprendre. La France était un des rares pays à ne pas disposer d'une agence nationale de santé publique, et elle avait fait le choix d'un système d'agences qui ont été créées au fur et à mesure des crises. On voit bien l'INVS avec la crise du sida, l'INPES avec la loi droit des malades, qui en 2002, l'EPRUS en prévision de la pandémie grippale, et même si on regardait à NSM un cas, à chaque fois c'est né d'une situation de crise, et on aime bien les crises dans notre pays pour faire évoluer notre système de santé, c'est même un peu dommage. Toujours est-il que en 2014, Madame Touraine se rend compte qu'il faut faire évoluer les structures et qu'il faut mettre fin à ce qu'elle appelait le millefeuille d'agences, et qu'elle me demande de regrouper l'INVS, l'INPES et l'EPRUS. Il y avait même eu une 4e qui était les lignes téléphoniques de alcool et drogue dans ce domaine, qui a fait ça. Et donc la ligne de force quand on crée une agence de santé publique, c'est de faire une agence populationnelle. Alors c'est une rupture par rapport à la médecine de la santé publique et dans une logique individuelle. Là, il faut raisonner en termes de population. Et c'est une démarche très différente. Alors, clairement, quand vous créez une agence, vous vous interrogez sur comment je vais la positionner. Et donc, la meilleure des choses à faire, c'est quand même d'aller regarder ce qui s'est fait aux États-Unis, ce qui s'est fait en Angleterre, en Allemagne ou dans d'autres pays industrialisés. Et puis, il y a des lignes de force. Il y a des lignes de force qui sortent. Et on voit bien que dans ces lignes de force, c'est quand même le regroupement des grandes fonctions de santé publique qui vont, je dirais, de la veille et l'alerte jusqu'à la prévention, promotion de la santé, et ce que font
les agences, que ce soit les CDC d'Atlanta aux États-Unis ou le Public Health England en Angleterre, c'est de travailler sur les articulations entre ces fonctions. Hein, et c'est d'où le titre de mon livre, De la connaissance à l'action. C'est parce qu'on a de la connaissance dans un certain nombre de domaines que ça nous interroge et qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut faire évoluer, le comportement des personnes, de la population, l'organisation des soins, les approches en termes de promotion de la santé pour essayer d'améliorer finalement l'état de santé de la population française. Et on va travailler à ce moment-là dans cette logique avec l'Association internationale des agences nationales de santé publique qui s'appelle YANFI, à créer l'agence et on va travailler sur un certain nombre de principes. Je ne les ai pas tous cités parce que c'est un peu long, mais clairement on veut une agence d'expertise. Expertise dans le domaine de l'épidémiologie, mais aussi d'expertise dans le domaine de la prévention, promotion de la santé, qui est trop souvent considérée par tout un chacun comme allant du bon sens, alors que c'est vraiment un métier qu'il faut publier, qu'il faut évaluer, qu'il faut tirer les leçons du passé, d'avoir des retours d'expérience. Deuxième principe qu'on a voulu, c'était d'avoir une agence très ouverte vers la société, surtout pour rompre avec ce site magnifique dans lequel est située l'Agence nationale de santé publique France, en plein milieu du bois de Vincennes, et qu'on veut une agence ouverte vers la société, travaillant en réseau, travaillant avec les autres, étant en capacité de prendre le pouls des difficultés de notre système de santé ou des grands enjeux de santé publique pour le faire évoluer. C'est pour ça qu'on dira toujours on veut une agence inscrite dans son temps de manière à évoluer. Et d'ailleurs, à l'époque, on pensait très bien à la possible émergence de maladies infectieuses émergentes. Voilà. Et puis on voulait une agence scientifique parce que c'est sur la base de la connaissance que l'on peut vraiment arriver à donner et à améliorer la réponse en termes de santé publique. Alors l'ouvrage, bien sûr, j'ai pas tout décrit et que c'est considérable, hein, les 5 ans que j'ai pu passer au sein des agences et de Santé publique France ensuite. Clairement, ce qu'on a voulu faire, c'était consolider le travail sur les grands déterminants de santé, c'était tabac, alcool, nutrition, santé sexuelle pour les grands enjeux dans ce domaine-là, mais il y avait aussi d'autres enjeux majeurs qui étaient plus ou moins bien pris en compte. La sécurité sanitaire plutôt bien prise en compte par l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, mais il y avait aussi d'autres enjeux majeurs comme la santé-environnement, santé-travail qui étaient assez peu développés, ou les enjeux des Outre-mer, dans une logique, mais ça c'est quelque chose qui a traversé l'agence pendant 5 ans de manière considérable, c'était réduire les inégalités de santé. Et ce qui nous est apparu quand on a construit Santé publique France, c'est que la plus grande inégalité, elle était bien sûr sociale, mais aussi territoriale. Et dans la territorialité, c'était les Outre-mer qui avaient un très grand retard dans ce domaine. Alors, j'ai organisé les chapitres, les 10 chapitres, ou les 8 chapitres en l'occurrence, si j'enlève l'introduction et la conclusion, toujours de la même façon, de manière à ce que ça soit très pédagogique, très lisible. Et donc, je suis parti du constat, et je trouve que quand vous construisez une agence, l'étonnement que vous avez quand vous arrivez, que vous découvrez les dossiers, qu'on vous donne l'état de la situation, c'est quelque chose de très important sur lequel vous allez rebondir et vous allez fixer votre programme pour les années à venir, parce que c'est à l'issue de votre investissement que vous savez ce que vous allez faire. J'ai bien sûr après mis les grandes actions entreprises sur chacune des thématiques que j'ai choisies, et puis j'ai décrit les freins et les difficultés, parce que finalement,
c'est un jeu d'obstacles, une direction générale d'une agence sanitaire. Vous êtes confronté en permanence à des freins, des difficultés. Et ma successeur dit, quand je l'interroge un peu, elle me dit, mais finalement, directeur d'agence, c'est un sport de combat. C'est un sport de combat parce que si vous voulez avancer sur ces thématiques, vous savez que vous allez faire face notamment à un certain nombre de lobbies. Et bien sûr, en filigrane, à la fin de chacun des chapitres, je parle des grands défis dans le domaine. Alors, j'ai pris quelques exemples. Je ne décris pas du tout le livre, et puis c'est pas le sujet. J'ai pris 3 sujets sur l'étonnement. Donc le constat de 2014, parce que ça me paraissait emblématique, c'est tabac, environnement et alcool, je vais y revenir, parce que ça a été un tel investissement, ces 3 sujets, et c'est vraiment parce que c'est parti du constat que nous avons fait à l'époque que j'ai voulu relater cette dimension. Alors le tabac, on avait une vraie politique sur le tabac. Et incontestablement, et d'ailleurs, il y a eu une mission européenne qui était venue nous interroger sur la politique française du tabac. Et le constat, la question que m'avaient posée les experts à l'époque, c'était de dire, mais nous ne comprenons pas. Vous avez pris toutes les mesures qui sont recommandées par l'OMS, notamment les mesures législatives. Vous êtes même en train de penser au paquet neutre. Et pourtant, vous êtes à la queue de tous les pays industrialisés en matière de prévalence de lutte contre le colon tabac. Et il nous disait ne pas comprendre cette situation paradoxale. Et donc, on a essayé de répondre à cette question. Et la première chose qu'on a été faite, c'est d'envoyer une mission donc des anciens, des gens de l'INPES à l'époque, donc en Angleterre, pour essayer de déterminer les différences qu'il y avait entre la France et l'Angleterre, et ça nous a beaucoup aidé. Alors j'ai essayé sur cette diapositive-là de vous mettre la comparaison. Alors la première chose qui est apparue extrêmement nettement, c'est que les Anglais communiquent. Mais les Anglais communiquent avec une logique scientifique et avec une logique qui s'appelle le marketing social. Je vais revenir tout à l'heure. Et alors que la France était dans une logique plutôt de communication institutionnelle, du ministère, au mois de janvier pour témoigner des bonnes résolutions annuelles ou pour le 31 mai, la journée mondiale de lutte contre le sida. Les Anglais avaient inventé le kit d'arrêt pour le tabac. Ils avaient un budget à l'époque 3 fois supérieur à celui de la France. Et pour vous donner une idée, le budget de l'INPES pour les addictions, c'est-à-dire tabac, alcool, drogue, était environ de 10 millions, c'est-à-dire était vraiment extrêmement subventionné. Le prix du tabac était beaucoup plus élevé. La mobilisation des acteurs était extrêmement différente. Donc on voyait bien que il y a des stop smoking services dans toute l'Angleterre et même les infirmières, les personnels de santé sont mobilisés dans la lutte contre le tabac, alors que nous avons fait quelque chose de très très différent puisque nous avons construit des consultations d'addictologie hospitalière pour les sevrages les plus difficiles. Donc d'un côté il y avait les soins, la prise en charge pour le sevrage de manière très primaire, de type soins santé primaire, et de l'autre côté, nous, on avait une réponse hospitalière. Nous n'avions pas de relais territorial, c'est-à-dire que toute la politique était une politique réglementaire par loi, décret, mais ce n'était pas pris en charge. En tout cas, globalement, sur l'ensemble du territoire, il y avait très peu de relais, même s'il y avait des bonnes initiatives. Il n'y avait pas de dimension de relais dans ce cas. Et puis, les Anglais, ils mesuraient la prévalence du tabac tous les ans et nous tous les 5 ans. Et mine de rien, si vous n'avez pas le thermomètre, vous ne savez pas où vous en êtes. Et puis, tous les 5 ans, vous dites, ah bon, on n'a pas assez bien travaillé, mais on va faire différemment et vous allez attendre 5 ans supplémentaires. Et donc ça a beaucoup guidé
notre approche. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on a pu faire, bien sûr. Alors, le deuxième étonnement, parce que je parle du rapport d'étonnement qui m'a permis de programmer finalement l'agence. Le deuxième rapport d'étonnement qui, moi, alors quelque chose que j'ai complètement découvert parce que je ne connaissais pas ça dans mon itinéraire professionnel, c'était la dimension santé-environnement. Et cette dimension-là, bien sûr, j'en connaissais de ce que j'avais pu entendre ou lire dans la littérature médicale, mais j'ai découvert que c'était une vraie spécialité. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout enseigné en faculté de médecine, que c'était très peu enseigné à l'école des hautes études en santé publique et que il y avait 2, 3, allez, moins d'une dizaine d'équipes de recherche sur un sujet aussi majeur qui représente honnêtement, probablement le deuxième déterminant en termes de santé. Et je découvre à cette époque-là le poids des sites et sols pollués. Il y en a partout en France. Et le plus emblématique aujourd'hui est celui de la Guadeloupe et de la Martinique, hein, puisque on a des îles totalement polluées pour au moins 500 ans, avec la chlordécone, le pesticide du charançon de la banane, qui est toxique et qui a été, alors qu'il a été étendu sur les bananeraies et passé dans les nappes phréatiques, a été dans les rivières, qui se sont écoulées dans la mer. Et aujourd'hui, vous retrouvez de la chlordécone partout, y compris dans les poissons. Mais quand vous faites des dosages sanguins de chlordécone chez l'humain, donc chez les Antillais, ben vous apercevez que 95% de la population est contaminée. Et donc on voit bien ces catastrophes qui ont été mises en place sans véritable volontarisme, mais qui aboutissent à une véritable pollution industrielle. L'amiante, pareil. L'amiante, on a été très tardif pour prendre des mesures réglementaires pour interdire l'amiante, mais aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a partout, et quand on regarde avec l'épidémiologie que mène Santé publique France, c'est toujours 1100 mésothéliome par an. Donc ça continue à être une épidémie et à être une certaine forme de dette par rapport à ce que nos prédécesseurs industriels ont pu, à travers le bâtiment essentiellement, polluer notre pays. Il y a la pollution atmosphérique, et la pollution atmosphérique, c'est 41 000 morts par an. Hein. C'est Santé publique France qui a fait une étude Princeps qui a permis de le calculer. Donc c'est à peu près le même niveau que l'alcool, et c'est un peu moins que le tabac, mais c'est à des niveaux extrêmement élevés, avec des facteurs de risque extrêmement importants. Et puis, j'ai découvert toute l'importance du changement climatique avec la canicule. Alors, la canicule, c'est tous les ans, et donc ça, on a appris que d'abord, ça tuait la canicule, et tous les ans de manière assez importante. Et puis, on a aussi appris que le réchauffement climatique, ça faisait monter les moustiques, et qu'on avait l'Aedes albopictus qui remontait des frontières, pour être un peu caricatural, et que c'était le lit au développement d'arboviroses, notamment de dengue, de Zika, voire d'autres maladies comme le West Nile ou voilà, dans ce domaine-là, et que c'est une vraie problématique et qu'on ne peut pas faire l'impasse sur des sujets aussi importants dans ce domaine. Le troisième étonnement, ça a été l'alcool. L'alcool, parce que c'est le deuxième déterminant de santé, et que je me suis aperçu que les équipes de l'INPES à l'époque n'étaient plus en capacité de travailler, qu'elles s'étaient repliées sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, quasiment le seul champ sur lequel elle pouvait travailler. Clairement, entre la diminution des moyens financiers sur cette thématique, le conseil de modération qui avait été mis en place et qui associait finalement la filière alcoolière comme un contrôle de travaux de l'INPES, avait d'une certaine façon étouffé le programme alcool. Le plan de lutte des conduites addictives 2013-2017, c'est quand même un catalogue de bonnes intentions sur l'alcool, et franchement, personne ne veut y toucher tellement c'est un message sensible. Des repères de consommation qui n'avaient aucune base scientifique. Je vous rappelle, c'est le 4-3-2-0, hein, c'est 4 verres en une seule prise, 3 chez l'homme, 2 chez la femme et 0 pendant la femme enceinte, avec
quand même une stratégie pour parler de la modération, alors qu'il faut parler de risques en matière d'alcool. Donc c'est un vrai étonnement qui est de me dire, mais comment peut-on, dans un pays où on boit 11,5 litres d'alcool pur par an, qui est considéré comme le deuxième déterminant de santé dans notre pays, ne pas avoir de politique de prévention? Et ça a été un grand étonnement de ma part. Alors, après, on a fait un certain nombre d'actions qui ont été entreprises. Alors, je ne vais pas les reprendre de thématique par thématique. Ça se trouve dans le livre. Hein. Bien sûr, je réponds ce qu'on a fait dans chacune de ces éléments-là. Les actions, elles ont été structurées toujours aussi à travers les principes de la création de l'agence. Hein. J'en ai évoqué quelques-unes. L'excellence scientifique, l'indépendance scientifique, le fait de pouvoir éditer nos rapports avec de la pédagogie, sans censure, était quelque chose d'extrêmement important. De l'ouvrir vers la société, de mettre en place des concertations citoyennes, de mettre en place des débats, notamment sur les sites et sols pollués avec les personnes au plus près du territoire et en lien avec les préfets, les directeurs d'agence. Le travail en réseau, c'est-à-dire que c'était quand même, dans l'histoire de Santé publique France, l'IVS, son premier nom pour les plus anciens, c'était le Réseau national de santé publique. Et aujourd'hui, une agence nationale de santé, Santé publique France, ne peut vivre que si elle travaille en réseau avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient des acteurs hospitaliers, qu'ils soient des acteurs institutionnels comme les ARS ou les ORS, mais qu'ils soient aussi des acteurs de la prévention. Donc on ne peut pas imaginer qu'une agence soit uniquement une agence d'analyse de données qui ne travaille pas avec les autres acteurs dans ce domaine. Et puis, une autre dimension qui était très importante, c'était l'opérationnalité, c'est-à-dire qu'on a la prévention et la promotion de la santé dans notre champ, et ben, il faut pouvoir agir et il faut avoir cet effet d'entraînement possible sur nos partenaires institutionnels, soit en les finançant, soit en créant l'environnement pour leur permettre de travailler. Voilà. Et donc, j'avais envie de témoigner de trois éléments très importants que j'ai essayé d'imprimer pendant ma mandature, ce qui est la création du marketing social, la concertation citoyenne et tout ce que j'ai appelé la démocratie en santé. Je vais vous rapidement brosser ces trois éléments. Alors, le marketing social, on l'a abordé, c'est de la pub, hein, le marketing social, il faut vraiment le prendre comme ça, mais de la pub pour le bien commun, et sur la base d'éléments scientifiques. Et donc, on voit bien que quand on va faire du marketing social, c'est-à-dire une grande campagne de publicité pour modifier les comportements ou pour modifier le regard que les gens peuvent avoir sur une problématique, il nous faut un état des lieux scientifique et donc épidémiologique sur comment ça se passe dans notre pays. Il faut savoir identifier les cibles qui sont les plus problématiques ou qui vont permettre de faire bouger sensiblement les indicateurs de santé dans un sens favorable à la santé. Et il faut créer des outils d'intervention pour que les acteurs relais puissent s'en emparer. Et bien entendu, quand on fait quelque chose comme ça, il faut permettre à tout un chacun en difficulté avec la problématique que vous avez à trouver des solutions, y compris lorsqu'il s'agit de soins. Et donc, on a plein d'exemples de marketing social qui ont été mis en place. Alors, le plus connu, c'est le Mois sans tabac, qui a été mis ensemble. Et là, je tiens à remercier à la fois les équipes de Santé publique France qui ont imaginé ce dispositif, qui est la copie conforme de ce qui a été fait par les Anglais, Stop Tobacco in October, hein, et qui a, à travers les partenariats, et les financements et la création d'ambassadeurs dans chacune des régions permis de mobiliser sur le territoire chaque année environ 10 000 actions sur le tabac. Et on voit bien que le fait de faire une campagne pendant un mois qui permet, lorsque vous avez arrêté pendant un mois, d'avoir 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer et d'avoir donné les outils à tout un chacun et d'avoir laissé cet espace de créativité à toutes les actions de terrain de prévention, promotion de la santé a été un élément considérable qui a permis de permettre de diminuer de plus de 2 millions de nombre de fumeurs, soit 4 points de prévalence, qui est considérable, ce qui n'était jamais vu jusqu'à présent en France. Il y a eu bien sûr
le travail sur l'alcool. Alors, le travail sur l'alcool, on avait beaucoup de retard par rapport au tabac. Et la première chose qu'on en a fait, c'est deux choses. C'était de se dire, il faut qu'on connaisse les consommations des Français. Et donc là, on distingue deux grands blocs, les buveurs réguliers d'un certain âge, les gens comme moi, et puis les jeunes qui font du binge drinking le week-end. Il a fallu aussi faire de l'expertise pour se dire, mais c'est quoi les repères de consommation, hein? Et est-ce qu'on est capable de trouver l'équilibre pour pas être des ayatollahs de l'alcool ou être dans l'abstinence? Quel est le bon équilibre entre le plaisir, la convivialité d'un petit verre ou d'un verre, tout simplement, et le risque que l'on peut prendre, tout en sachant que le risque, il est au premier verre. Et donc, voilà. Et donc, on a demandé aux experts de trouver le bon curseur, et ils nous ont dit le bon curseur, c'est 2 verres par jour, et pas tous les jours. C'est un travail qui a été fait avec l'INCa. Et ça, c'était très important, parce qu'on avait une base scientifique, faite avec un travail d'experts qui a duré plus d'1 an, qui nous a permis de dire, oui, on peut agir en donnant des repères et en définissant une stratégie de réduction des risques. Et là aussi, c'était très novateur de se dire, ben, l'alcool, on peut l'aborder comme le sida, à travers une stratégie de réduction des risques. Et puis, on rentre dans la possibilité, avec le marketing social, de cibler soit sur les buveurs réguliers, soit chez les jeunes, soit chez les femmes enceintes, soit chez les résidents d'outre-mer dans ce domaine-là. Et on imagine à cette époque-là le Dry January, qui est en train d'être porté par les associations. Et à l'époque, c'était en 2018, je teste moi-même le Dry January pour savoir si ça pourrait être une grande opération de marketing social comme le mois sans tabac, et j'en mesure les effets positifs et négatifs à cette époque-là. Et on a fait aussi du marketing social sur la nutrition, notamment en promouvant le logo Nutri-Score que vous ne connaissez plus. Je vais pas le décrire, mais sachez que le Nutri-Score, c'est une marque de Santé publique France. Ça a été designé par Santé publique France sur la base du travail de Serge Herzberg en termes d'expertise, qu'on a fait le règlement d'usage, qui nous a permis finalement d'avoir le relais des entreprises, et on a inventé quelque chose de très, très bien, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent à l'époque, c'était du partenariat public-privé, et en d'autres termes, on a autorisé pour les produits, les enseignes, pour les produits qui étaient Nutri-Scorés, de faire de la publicité sur la base d'un cahier des charges que nous avions particulièrement défini, ce qui a permis de démultiplier de manière considérable toute la publicité qui a été faite sur le Nutri-Score, qui est un outil extraordinaire pour modifier le comportement alimentaire individuel, mais surtout pour modifier le comportement des industriels, parce que les industriels, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est d'être notés A ou B, et lorsqu'ils sont C, ben, ils essayent de bouger à l'intérieur des aliments pour savoir comment ils pourraient être upgradés dans ce Nutri-Score. Et on a vu des entreprises comme Fleury-Michon se donner des engagements à 5 ans pour que 80%, 90%, je ne sais plus, de leurs produits soient Nutri-Scorés A ou B. Alors, d'autres éléments nous paraissaient importants. On voulait faire de la concertation citoyenne, parce que si on veut avancer dans ce champ d'être ouvert vers la société, il faut bien avoir des espaces de discussion avec la population française, avec les citoyens. Et finalement, tout ce débat qu'on a eu sur la vaccination à l'époque a été un formidable modèle. D'abord, on a appris que la concertation citoyenne, c'était pas juste un débat, je tire au sort une casette de citoyens et je leur demande leur avis. Non, c'est toute une méthode scientifique qui est décrite et qui permet, à travers des formations, d'avancer, de structurer la pensée et qui permet finalement d'avancer. Et quand je regarde le bénéfice de ce qu'on a fait avec le professeur Alain Fischer, c'était lui déjà qui était là sur la vaccination, pour le débat sur l'obligation vaccinale. On voit qu'on a eu des études ad hoc qui ont été demandées par les experts scientifiques et par les citoyens. On a fait des jurys avec des auditions, 500 pages ont été retranscrites et on a eu 11 000 contributions citoyennes. Et cet élément-là a été crucial. Cet élément-là a été crucial parce que on avait à peu près toutes les questions qui pouvaient être posées dans ce domaine-là, et ça nous a servi de corpus
pour créer Vaccination Info Service, qui est quand même un site qui est regardé plus d'1 million de fois tous les mois, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, et qui permet de répondre de manière factuelle, sans idéologie, à toutes les questions qu'on peut se poser dans ce domaine-là. Et cet élément de concertation citoyenne, ça nous a permis aussi de faire de la pédagogie, de sortir du rapport épidémiologique, scientifique, illisible, incompréhensible par tout à chacun pour faire de la pédagogie. Voilà, et je pourrais vous montrer après la première campagne européenne de la promotion de la vaccination à la télé, parce qu'on a été jusque-là, de se dire, si on fait du marketing social, allons jusqu'au bout, et on est capable de faire de la promotion de la vaccination à la télé, y compris de l'obligation. Et on a fait ce film-là, on le regardera à la fin si vous le souhaitez, qui est un film de 30 secondes qui est passé à la télévision. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le Covid, on pourrait tout à fait faire un film de promotion de la vaccination, même si aujourd'hui, le fait d'avoir du vaccin en pénurie entraîne une demande extrêmement importante. Et là, je viens de l'évoquer, hein, un de nos principes, c'était de rapprocher l'expertise des décideurs et des parties prenantes. Et pour prendre un exemple de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous les débats que nous avons eus sur la pollution des sites miniers d'Altéo-Gardanne, par exemple, qui ont été faites en public et avec les associations, sont des éléments qui nous ont permis vraiment d'avancer et de ne pas rester figés dans un rapport institutionnel avec les pouvoirs publics et de permettre de trouver des solutions pour avancer et protéger les populations qui sont exposées. Alors, troisième, toujours dans ces chapitres, hein, donc l'étonnement, les actions entreprises, je décris les freins et les difficultés. Et dans les freins et les difficultés, elles ont été multiples, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un sport de combat. Il y a eu tout le débat sur le sida. On voulait faire du marketing social. Tout le monde nous disait il faut faire de la prévention diversifiée. C'était les recommandations du groupe d'experts national. Personne ne les avait jamais menées. Et il faut aller communiquer sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, dont tout le monde nous disait mais vous ne pouvez pas continuer à faire que des actions ciblées dans les boîtes gays ou les bars gay-friendly. Et il faut essayer de toucher l'ensemble de la communauté HSH si on veut avancer. Et donc, on décide de faire, dans la campagne autour du 1er mai, sur une durée un peu plus longue, de faire une grande campagne de promotion de la prévention diversifiée, c'est-à-dire de l'ensemble des moyens de prévention, alors du préservatif jusqu'à la prévention pré-exposition, la fameuse PrEP, avec une campagne que vous allez découvrir là, une campagne qui est, vous voyez, pleine d'émotions, avec des hommes qui ont envie de s'embrasser, qui se touchent. Voilà, alors on n'est peut-être pas à l'époque des masques, et cette campagne a immédiatement fait le buzz parce que il y a eu des groupes de pression qui, voyant ces panneaux d'affichage, ont dit mais je dis quoi, ma fille de 8 ans qui voit des hommes s'embrasser, c'est du prosélytisme gay, vous ne pouvez pas laisser ça. Et ça a pris un ton médiatique. Alors à la fois quand vous avez une reprise public comme ça, vous vous dites c'est bien, c'est du buzz, c'est du succès, tout le monde va regarder la campagne, et ça a été une réalité, hein, parce que ça a fait un véritable buzz, tout le monde se souvient de cette campagne et de ces éléments-là, mais ça vous rentre dans une très grande tension avec le ministère de la Santé, qui se trouve lui-même sous tension, et en général ça ruisselle du haut vers le bas pour savoir comment faire. Donc il y avait une demande d'affichage, il y a eu des plaintes en pénal qui étaient posées, il y a eu des articles dans les journaux. Je me souviens, j'étais en mission à La Réunion à cette époque-là. Il y a eu le jury de la publicité qui s'est réuni pour voir si finalement on enfreignait les règles
de la profession. Et finalement, tout ceci est retombé, la tension est retombée, la campagne a été très vue. Cette campagne a reçu le prix FIOR pour son efficacité, c'est le prix de la publicité. Et clairement, elle a marqué un tournant dans la prévention sur le sida, comme la première campagne vraiment de prévention de la promotion de promotion de la prévention diversifiée. Voilà. Le seul regret, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas, comme pour le tabac, ni pour l'alcool d'ailleurs, le taux d'incidence du VIH, et on a tout fait pour mettre en œuvre cet élément-là, et théoriquement, c'est cette année qu'on va avoir la mesure annuelle de la prévalence du sida. Et donc, pour l'instant, on est toujours dans des modèles de reconstruction pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de sida. Moi, je pense qu'on a fait d'énormes progrès dans ce domaine-là, parce que c'est un sujet que je connais bien, et que je sens qu'on a fait des progrès, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de le documenter. C'est un vrai problème, et ça a été une des avancées, d'ailleurs, de la réflexion et de la création de l'agence. Et dans les autres freins et les difficultés, bien sûr, il y a eu l'alcool. L'alcool, il y a d'abord eu la loi qui a permis le publi-reportage viticole pendant le règne de Marisol Touraine, ce qui n'est pas facile pour un ministre de la Santé d'avoir à accepter finalement qu'on puisse faire de la publicité sous toutes ses formes quasiment de l'alcool. Il y a eu la préparation du Dry January, la campagne était prête quand je suis parti. Elle devait commencer en janvier 2020. Elle a été censurée sous la pression du lobby alcoolier, et j'ai vu avec un grand plaisir le fait que les associations qui avaient co-construit avec Santé publique France une grande partie du Dry January sont emparées du schéma, et aujourd'hui le promeuvent avec un certain savoir-faire d'ailleurs et un certain succès, et je remercie beaucoup Fédération Addiction, l'AMPA et les autres CRES et IREPS dans le domaine d'accompagner ce champ. Voilà, et puis sur le Nutri-Score, là je passe pas, mais dans le livre, il y a au moins 15 pages sur tous les obstacles que nous avons rencontrés dans ce champ. J'ai essayé d'en faire une forme d'hystériographie pour la suite, pour documenter le poids des lobbies comme frein dans les mesures de santé publique. Voilà, et puis il y a une certaine fierté de ce que j'ai pu faire. D'abord d'avoir réuni les grandes familles de santé publique pour arrêter qu'on puisse dire moi je suis préventeur ou acteur de prévention et moi je suis épidémiologiste. C'est la famille des santé publique. J'étais très content de voir à la fin que les épidémiologistes ils signaient épidémiologistes et médecins de santé publique ou professionnels de santé publique, et ça c'était une grande victoire pour moi. D'avoir imposé le marketing social dans notre pays. On était un des rares pays à ne pas le faire, et donc ça c'est bien, avec tout ce cette difficulté de dire qu'à partir du moment où on fait du marketing social, on ne fait plus de communication institutionnelle, et donc on n'est plus le relais de la politique forcément du gouvernement, même si on est une agence sanitaire d'État. D'avoir remis en place, qu'avaient fait mes prédécesseurs, une stratégie de partenariat forte, en sachant que le partenariat il était plutôt national, un peu régional, mais que c'est surtout les ARS qui font le régional. On pourra revenir si vous le voulez. Et puis on a porté des grandes thématiques, réduction du tabagisme avec les 2 millions de fumeurs en moins, avoir remis en place tous les éléments permettant de faire une stratégie de prévention alcool, d'avoir accompagné la politique de vaccination de la ministre de la Santé, Madame Buzyn, qui est quand même un succès, puisqu'aujourd'hui on a gagné vraiment beaucoup de points en termes de couverture vaccinale, et puis d'avoir priorisé les Outre-mer, et bien sûr d'avoir travaillé sur le sida. Voilà. Alors bien sûr, il y a plein d'autres défis qui ne sont pas pris en compte. Alors, on peut le dire, c'est faute de moyens, et une agence, c'est 600 personnes en France et 8000 personnes en Angleterre, donc on a encore des fossés dans ce champ. On voit bien que si on veut avancer, il faut être en capacité d'inscrire la santé dans toutes les politiques, logement, transport, industrie, et si on veut pouvoir avancer, qu'il faut prendre en compte les maladies chroniques. Alors aujourd'hui, on fait plutôt de la bonne épidémiologie sur la maladie chronique à Santé publique France, mais il n'y a pas le volet prévention, qui est plutôt porté en ce moment par l'assurance maladie, mais qui n'a la guère le temps non plus. Il faut absolument renforcer
toute la politique santé-environnement. Alors la direction santé-environnement-travail est maintenant très solide à Santé publique France, très solide épidémiologiquement, mais il lui reste à s'emparer du volet prévention-promotion de la santé. Puis il y a des champs qui sont encore très balbutiants, résistance aux antibiotiques, les maladies infectieuses émergentes, et puis il y a des champs qu'on n'a absolument jamais développés. L'économie pour la santé, moi j'ai été très frappé en Angleterre quand j'ai été à plusieurs reprises, c'était de constater que dans tous les plaidoyers pour faire un programme de santé publique, le retour sur investissement était un élément du plaidoyer. En France, on ne sait pas faire. Et les quelques équipes d'économie de la santé sont plutôt rivées sur l'assurance maladie que sur ces grands éléments. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce diaporama. C'est parfait, merci Dr Bourdillon. Vous souhaitez, on va essayer de passer la petite vidéo promotion vaccinale. Oui. Chaque jour, nous pouvons être en contact avec des bactéries et des virus très contagieux, pouvant entraîner atteinte cérébrale, surdité, complications pulmonaires, paralysie. Heureusement, nous sommes protégés sans même nous en rendre compte, puisque nous sommes vaccinés. Contre de nombreuses maladies graves, la meilleure protection, c'est la vaccination. Écoutez, c'est une vraie question, c'est un vrai challenge d'ailleurs, hein, et ça devrait être une priorité. J'ai envie de dire deux choses. Si on veut demain avoir des bons acteurs de prévention, il faut les former. Et on a besoin de professionnels du champ, formés par l'université, pas forcément que formés par les facultés de médecine, mais formés par les universités, qu'on ait des vrais masters de santé publique avec des orientations prévention, promotion de la santé. Et aujourd'hui, la seule vraie grande école dans ce champ, c'est quand même Bordeaux avec l'ISPED, hein, qui forme énormément de gens. Je ne dis pas que les autres villes ne le font pas. Bien sûr, il y a l'école des hautes études en santé publique, mais qui est plus une école professionnelle qu'une université. Et derrière la formation, il faut qu'on ait des métiers qui soient reconnus, parce que si on n'a pas les métiers reconnus avec, voilà. Et si on veut pouvoir recruter des personnes, quel que soit le statut, parce que je ne rentre pas encore dans ces éléments-là, que ce soit un statut d'institution publique ou un statut d'institution associative, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Or, aujourd'hui, quand vous regardez les dépenses de santé, on a un système qui est un système basé sur le soin. C'est-à-dire que 94% des crédits de santé de l'assurance maladie sont dédiés aux soins. Et donc à la médecine hospitalière, à la médecine de ville, au médico-social, mais à peine 6% pour la prévention. Et donc, beaucoup de personnes disent il faut mettre le curseur à 10 millions d'euros. Et on voit, pour prendre l'exemple du tabac, et maintenant du tabac, alcool, drogue, le fait d'avoir créé le fonds addiction à travers les taxes sur le tabac, a considérablement changé la donne. C'est-à-dire que brutalement, on était capable de soutenir les acteurs relais dans le champ. Et ça, c'est très important. Donc on voit bien que, si on reprend l'exemple du tabac, il a fallu à Santé publique France multiplier par 3 ou par 4, je ne sais plus à combien je l'ai multiplié, le tabac, pour pouvoir avoir une politique structurée et se permettre de faire le mois sans tabac pendant un mois, avec des relais télévision et alcool, télévision et radio. Et puis, il a fallu, à travers les ambassadeurs régionaux qu'on a financés, que les associations puissent elles-mêmes porter toutes les lignes directrices qui avaient été données avec beaucoup de créativité. Et ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Donc j'ai envie de dire deux choses: formation, création de métiers, trois choses: formation, création de métiers et moyens financiers si on veut avancer. Et donc l'enjeu là, il est clairement politique. Il faut que nos politiques, j'espère dans le Ségur de la santé publique qui aura lieu cette année, puissent dire on met le curseur à au moins 10% des dépenses de santé dans ce champ-là. Et parce que le champ, il est tabac-alcool, mais il est santé-environnement, il est aussi en sécurité sanitaire pour pouvoir faire du dépistage dans de bonnes conditions ou de s'occuper de la protection de l'enfance dans le champ. Les besoins sont littéralement gigantesques.
La santé mentale, c'est un vrai enjeu. Hein, donc, il faut. Alors, il y a une équipe dédiée à Santé publique France sur la santé mentale. Et moi, mon impression générale, c'est on est en régression sur le champ depuis 60 ans. 60 ou 50 ans. Parce que moi j'ai vécu le secteur, parce que je suis ancien, hein, et donc c'était quand même des structures de soins et de prévention. Hein, le secteur, les CMP, pour prendre cet exemple-là, c'était des structures qui étaient dans tous les quartiers. Il y avait une carte sanitaire, il y avait des gens qui pouvaient accueillir, ils pouvaient prendre en charge la santé mentale. Et je trouve que le fait d'avoir tout ramené vers le soin et d'avoir un peu démantelé le secteur, alors c'est explicable par plein de raisons, mais on aurait pu rénover, en tout cas on aurait pu préserver les moyens. Aujourd'hui, les délais d'attente sont considérables. Il faut absolument faire quelque chose, et puis il ne faut pas dénier non plus le fait que aujourd'hui nos sociétés sont dures, sont pas faciles. On le voit avec le Covid, et qu'on a plutôt tous les indicateurs de santé mentale sont au rouge, hein, avec beaucoup de suicides, avec beaucoup de mal-être, avec beaucoup de violence intrafamiliale, beaucoup de violence aux enfants. Et si on veut remonter cette pente-là, eh ben, il faut remonter en prenant en compte la santé mentale et probablement la santé dans toutes les politiques, parce que c'est pas en ayant une action verticale sur la santé mentale que l'on va pouvoir forcément agir. Hein. On voit bien qu'il faut s'occuper du bien-être de la cellule familiale, de comment on se trouve à l'école, quelles sont la qualité des logements si on veut s'améliorer. Donc il n'y a pas uniquement la dimension psychologique dans le champ, il y a aussi tout l'environnement, toute la qualité de vie que l'on peut avoir dans ce champ. C'est un grand chantier, et alors pour le coup, les moyens d'une agence de santé publique, je crois qu'il y a 10 personnes qui s'occupent de ça, Santé publique France, c'est extrêmement réduit, et dans les instituts comme le vôtre, hein, le CRESPACA ou les IREPS, il y a à ma connaissance, peut-être je me trompe, assez peu de programmes dédiés à ce champ-là. Bien sûr, il y a une structuration qui est proposée par les pouvoirs publics à divers niveaux. Alors, on a les contrats locaux de santé qui sont anciens, même les ateliers santé-ville, et dont on voit bien que c'est des outils importants qui mériteraient d'être soutenus un peu plus d'ailleurs, et un peu mieux pilotés dans ce domaine-là. Et là aussi, quelle que soit la pertinence de ces dispositifs, on voit bien que pour certains, ils tournent avec des moyens extrêmement faibles dans ce domaine-là, et un peu de renforcement leur ferait du bien. Alors bien sûr, il y a les nouveaux projets territoriaux, vous avez évoqué ceux de santé mentale, il y a aussi bien sûr les CPTS, mais ce que je vois, c'est que déjà le regroupement des différents acteurs entre eux, de manière pluridisciplinaire sur des territoires, c'est déjà très compliqué. On est loin de les avoir tous signés. Et quand vous allez faire travailler des cabinets d'infirmiers, des cabinets de médecins généraux, des pharmaciens ensemble, ils vont commencer à partager, et c'est bien, c'est une bonne chose, sur leurs problématiques quotidiennes qui encore aujourd'hui relèvent du soin. Donc bien sûr, il y a toujours la phrase de la prévention. Mais s'il n'y a pas une dimension forte, un peu imposée dans le champ, on va avoir du mal à avancer. Et pourtant, on a fait la démonstration avec de nombreuses études. Je prends l'éducation thérapeutique, les expériences Azalée dans le Poitou-Charentes, hein, qui étaient de très grande qualité. Elles restent à des niveaux de prototypes, elles n'ont jamais été complètement diffusées sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, c'est des éléments très nouveaux, mais si on veut vraiment faire de la prévention, promotion de la santé, il faut bien se dire qu'on a besoin d'avoir des acteurs formés et professionnels dans le champ. Et aujourd'hui, mes collègues médecins, que je respecte beaucoup, mes collègues pharmaciens, même s'ils ont beaucoup de bon sens et qu'ils savent où est-ce qu'ils sont, ils ne sont pas forcément des professionnels du champ. Donc, ils ont besoin d'être appuyés si on veut que ça puisse se développer dans le champ, et notamment
pour ce qui est des CPTS dans le champ des maladies chroniques ou dans le champ, comme le disait tout à l'heure Didier Seller, dans le champ de la gérontologie où il faut pouvoir avancer. Mais on voit bien que si on prend ce champ-là, un des axes majeurs, il est connu, les niveaux de preuve sont, c'est lutter contre la sédentarité, c'est promouvoir l'activité physique. Et on voit bien que ce n'est pas le docteur qui va le faire. Le docteur, il fait au mieux la recommandation, ou le pharmacien, ou l'infirmière. Mais on a besoin d'associations ou de structures qui accompagnent cette activité physique et cette lutte contre la sédentarité. Et c'est un changement de cap. C'est un changement de cap qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que les moyens vont être très comptés vu les dépenses qu'on est en train de faire suite à l'épidémie de Covid. Alors, Didier Seller, il a dit quelque chose de très important, c'est la volonté politique. La volonté politique, c'est énorme. Et je reprends le tabac, parce que ça a été quelque chose de très frappant. Le tabac, entre la loi Evin, et donc je salue M. Evin, c'est 30 ans de loi, hein, c'est une loi cruciale, c'est une loi fondamentale qui donne un cadre dans ce domaine-là. Et on voit bien que s'il n'y a pas la volonté politique, même si on a une bonne loi, et c'était une bonne loi, hein, en tout cas pour la partie tabac et même alcool, même si elle a été très dénaturée pour la partie alcool, si on n'a pas finalement qu'un jour quelqu'un qui tape du poing sur la table, et en l'occurrence ça a été la Cour des comptes en 2012 en disant c'est pas possible, on est la risée du monde avec notre politique et finalement on n'arrive pas à diminuer le tabac. Et si Madame Touraine n'avait pas, à travers le paquet neutre et à travers la volonté de faire un plan national de réduction du tabagisme qui a été suivi, qu'il a inscrit dans le plan cancer avec Madame Buzyn, qui était responsable de l'INCa à l'époque, hein, d'ailleurs, et qu'il a après, Madame Buzyn devenue ministre, elle a suivi avec un plan national de lutte contre le tabagisme, on ne peut pas avancer. Et Santé publique France, bien sûr, a pris le chemin en marche, parce qu'en faisant Moi sans tabac, elle avait la volonté politique, et donc moi j'ai pu faire des choix politiques, de monter mes budgets sur le tabac, en lien avec mon conseil d'administration. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc une volonté politique, c'est énorme et c'est indispensable. Et donc j'espère que notre ministre de la Santé va profiter de cette épidémie de Covid, qui est une crise et qui va forcément entraîner des modifications de notre organisation de système, prendre des choix plus en faveur de la prévention, promotion de la santé. On peut réfléchir dans ce domaine-là par fonction de santé publique. Donc on peut regarder la veille, l'alerte, la surveillance, la prévention, et la prévention dans tous ses aspects, qu'elle soit la prévention primaire, vaccins, gestes barrières, ou qu'elle soit dans la prévention secondaire, comme les stratégies de dépistage telles qu'elles sont faites aujourd'hui. J'ai envie de dire, il y a beaucoup à dire d'abord. J'ai envie de dire ce qui marche bien. Et pour lequel on peut dire que quand on regarde par rapport aux autres pays, on n'est pas si mauvais, c'est le système de recueil d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ce qui a été monté depuis 1992 à l'IVS puis à Santé publique France, on dispose de données épidémiologiques de grande qualité. Et je suis même assez fier d'avoir imposé à l'époque à mes équipes le fait d'avoir des données qui soient accessibles à tous en transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est dans Géode, tout est accessible. Les données sont même d'ailleurs analysées sur les réseaux sociaux avant les bulletins épidémiologiques faits par Santé publique France toutes les semaines, parce qu'il y a des gens qui les aspirent et qui les moulinent eux-mêmes. Et donc ça marche vraiment très bien. Et même si on peut se dire que sur certains aspects, je prends la mortalité dans les EHPAD qui a pris de court toutes les équipes, hein, et qui vont s'améliorer, je pense qu'aujourd'hui on a un système qui fonctionne. Alors, on voit bien les manques en épidémiologie. Il faut qu'on ait des épidémiologistes en région. On ne peut pas avoir que des épidémiologistes en national, et que les pauvres CIR qui sont entre 5 et 10 personnes dans chacune des régions, elles sont de manière insuffisante. Après, je passe sur la question des stocks stratégiques, parce que c'est encore un domaine sensible.
qui a été largement évoqué par les commissions d'enquête du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je reste convaincu qu'il faut des stocks stratégiques et qu'il faut les maintenir et qu'il faut que ceux-ci passent devant le Parlement de manière que pour des raisons économiques, on n'ait pas à réduire les moyens stratégiques pour nous protéger. Ceux qui avaient pensé la pandémie avaient bien pensé, et entre-temps, du fait que quand on ne voit plus le loup, on ne crie plus au loup, et que on l'a oublié, et qu'on a un petit peu dénaturé le stock stratégique, et malgré les rappels, c'est quand même un peu dommage qu'on se soit trouvé aussi démunis dans ce champ. Après, je vois les gestes barrières. Les gestes barrières, moi je regarde, alors je passe sur la pénurie des masques et toute cette polémique, mais moi ce qui me frappe énormément, c'est qu'on n'a pas un cas de grippe actuellement au 19 janvier, pas un cas de grippe sur notre pays, c'est une première, donc peut-être qu'elle va arriver plus tard, mais quand même on se dit que les mesures d'hygiène, sur une maladie qui tue à peu près 10 000 personnes par an, parfois 15 000, peut-être que ce que font les Asiatiques, le port du masque, c'est peut-être une bonne chose pendant les épidémies, et je me souviens d'avoir eu de nombreuses discussions avec mes équipes sur le fait que est-ce qu'on ne pourrait pas promouvoir à la japonaise, on ne disait pas à la chinoise à l'époque, on disait à la japonaise le port du masque, et comme je vous vois Madame Bengousha avec votre masque, ça me fait penser à ça, et donc on voit bien que tout ce qu'on est en train d'apprendre sur l'hygiène, alors l'hygiène c'est une partie de la promotion de la santé, ça peut peut-être avoir sa place. Après, les stratégies de dépistage, les stratégies, il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux sur plein d'éléments. On voit bien que nos laboratoires sont trop segmentés. On nous manque des plateformes qui nous permettent de faire des dépistages. Quand je vois pour le variant, nous on fait 3000 génomes de virus par semaine, quand ça se compte en dizaines, voire centaines de milliers dans d'autres pays. Il faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on ait des stratégies de dépistage qui soient plus automatisées si demain on veut pouvoir avancer dans ce domaine-là. Et puis, il faut qu'on fasse une différence très forte entre ce qui relève du diagnostic, dire quelqu'un qui est symptomatique, qui va faire un dépistage, il ne fait pas un dépistage, il fait un test diagnostique. Ce n'est plus du dépistage, c'est déjà la première étape du soin. Et ce n'est pas la même chose en ça, et bien distinguer ce qui est de l'ordre du dépistage et qui relève de stratégies de santé publique, et on voit bien que de faire du dépistage ciblé, peut-être pas dans une ville, on voit bien que ça marche pas très bien, mais dans une fac, dans les EHPAD, comme c'est en train maintenant d'être démontré, finalement les EHPAD qui fonctionnent et qui sont assez bien protégées, c'est celles qui ont fait des dépistages réguliers pour éviter la propagation de. On a des choses à apprendre dans ce domaine-là. Après, je pense que on a eu une communication très verticale, très descendante. Alors on était c'était le président de la République dans une logique très guerrière, avec des messages injonctifs. Je pense qu'on peut responsabiliser un peu plus la population pour qu'ils comprennent le sens du pourquoi. Et moi je trouve, alors c'était une des diapositives que j'avais en réserve, qu'on peut passer, c'était l'avant-dernière. Voilà, je trouve que les Anglais, le diagramme de Jones, qui est en fait un diagramme de réduction des risques, lorsqu'il dit, le masque, c'est un des éléments de la réduction des risques, mais vous devez, quand vous êtes dans un environnement, vous interroger sur est-ce que je suis dans un espace clos, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a des gens qui chantent, est-ce qu'il y a des gens qui parlent fort, est-ce qu'il y a une proximité qui est forte, et d'amener tout à chacun analyser sa situation de manière à se dire oui, là franchement il faut que je mette le masque, ou quand je suis en train de promener mon chien dehors tout seul, franchement y a-t-il besoin de porter son masque. Voilà. Et je trouve que les Anglais dans ce domaine-là ont eu une approche
de pédagogie, de donner du sens à ces mesures d'hygiène, de barrières. On voit qu'on peut faire de la promotion de la santé dans ce sens et que nous, on a eu une position unique. Eh ben, tous les Français, s'ils doivent sortir, doivent mettre le masque et c'est comme ça, et pas la peine de s'interroger. Alors je pense que plus on s'interroge, plus on a donné du sens aux choses, mieux ce sera. Alors c'est très important. C'est très important parce que on a beau avoir une devise avec liberté, égalité, fraternité, au quotidien, lorsque vous faites des études épidémiologiques, vous constatez chaque fois, sur chacun des sujets, et quel que soit le sujet, qu'il y a un gradient entre les catégories socio-professionnelles les moins aisées et les plus aisées. Je prends le tabac, où voilà, 50% des chômeurs fument, et plus les catégories socio-professionnelles basses que les élevés. Et donc, il faut à savoir lutter à chaque fois. Et on voit bien d'ailleurs l'ARS Île-de-France, parce que je vois bien ce que fait Luc Ginaud qui est dans ce domaine-là, on voit bien qu'il travaille de manière très rapprochée pour aller dans les quartiers les plus difficiles, aller essayer de répondre à un certain nombre de situations complexes au nom des inégalités sociales, de santé. Et donc, pour prendre en compte les inégalités sociales de santé, c'est comme pour le reste. Il faut d'abord les documenter. Et sur l'ensemble du champ. Et donc ça, c'est un point important, c'est que les études, quelles qu'elles soient, et donc ça, c'était une directive qu'on avait donnée à Santé publique France, c'était toute étude doit pouvoir témoigner du degré des inégalités sociales de santé, sociales et territoriales de santé d'ailleurs. Et donc ça, c'est important. Et quand vous agissez en prévention, promotion de la santé, ou quand vous faites du marketing social, eh ben, vous voyez bien que si vous faites quelque chose pour tout le monde, vous oubliez une partie de la population. Et donc, il faut presque faire la discrimination positive et donc renforcer ce volet si vous voulez réduire les inégalités sociales de santé. Alors après, la difficulté pour une agence nationale, c'est que c'est une agence nationale. Et que tout le monde dit, oui, mais vous ne faites pas beaucoup de promotion de la santé. Oui, mais ce n'est pas une agence de terrain non plus. Ce n'est pas une agence de terrain, et que les acteurs de terrain, c'est vous les IREP, c'est les CREP, c'est ceux qui sont au plus près des populations. Et donc, il faut aussi qu'il y ait cette proximité entre des chercheurs très opérationnels, donc des gens qui ont la capacité de monter des opérations de santé publique prenant en compte les inégalités sociales de santé, peut-être avec le soutien d'ailleurs de l'agence nationale, et après qu'elles soient mises en œuvre par les acteurs de terrain qui, eux, portent vraiment la promotion de la santé au plus près des populations. Et donc, on voit bien que si on veut lutter contre les inégalités sociales de santé, c'est pas le rôle d'une agence, c'est pas le rôle d'une association, c'est le rôle de tout le monde. Et qu'il faut que cette dimension soit régulièrement prise en compte dans ce domaine-là, en mettant un peu plus d'efforts sur les populations les plus en difficulté, ou en plus de difficultés de compréhension, ou du fait de leur mal-être, de situations personnelles. Et la crise Covid nous montre également que les catégories sociales les plus défavorisées sont les plus concernées actuellement par l'épidémie, avec des messages pour autant nationaux qui sont assez uniformes. Voilà, donc c'est important de se poser la question, je pense. Absolument, absolument. Et donc, c'est aussi important d'aller dans les quartiers les plus difficiles, d'aller là où les gens sont plutôt surpopulation, d'aller vers ceux qui font les travaux essentiels. Professionnellement, je pense aux agents de sécurité, aux agents de nettoyage dans les hôpitaux, tous ces métiers indispensables qui sont des gens exposés et qu'il faut savoir prendre en compte. Et donc ce volet inégalité sociale de santé, il est à développer, et on est loin de la seule communication institutionnelle uniforme pour tout le monde dans ce champ. C'est une vraie question que vous posez là, cher Badab, qui est de l'équilibre entre les diverses mesures.
Ce que vous dites là, on le voit aussi en santé mentale, hein, et qui est posé de manière très crue en ce moment sur la santé mentale des étudiants, ou leur impossibilité d'avoir des cours compte tenu du potentiel de contamination qu'ils représentent. On voit bien que pour l'école, d'ailleurs, on les ouvre et on ferme les facultés. Et donc on voit que en santé publique, il faut essayer de trouver l'équilibre. Hein. Et donc le premier confinement, c'était quand même une caricature de tout ça, c'est-à-dire que la seule chose qui comptait, c'était diminuer les contaminations, et on avait été jusqu'à fermer les parcs, et donc c'était devenu quasiment impossible de faire de l'activité physique, et pour tout un chacun, parce que c'est quand même une réalité, on a besoin pour vivre de bouger, d'avoir des interactions sociales, et pour ceux qui sont en plus grande difficulté, c'est d'autant plus prégnant, et l'exemple des diabétiques, mais aussi d'autres personnes, c'est extrêmement important. Et donc il faut absolument apprendre à vivre avec le virus, et là on peut dire que l'année 2021 sera l'année, la deuxième année du Covid, hein, puisque je pense qu'on va aller jusqu'à la fin de l'année avec des mesures de restriction, des stop and go en fonction de ces éléments-là, et qu'il faut essayer de préserver un certain nombre d'éléments fondamentaux pour les malades. Et en termes d'activité physique, moi je pense que les clubs de sport, l'ouverture des parcs, l'autorisation de faire des promenades en plein air, de la marche, sont des éléments extrêmement importants, et j'espère que nos acteurs de santé publique feront ce plaidoyer, ou les associations de malades feront ce plaidoyer pour qu'on préserve cette dimension-là, et qu'on ne soit pas uniquement sur le seul regard du virus. Heureusement, la vaccination va nous permettre en quelques mois de pouvoir émerger, de retrouver une vie qui ne sera pas comme celle d'avant, mais qui sera un peu plus équilibrée, je l'espère. C'est une question difficile, hein, donc bien sûr qu'on on attend d'un système de santé qui soit public, et on est content aujourd'hui de notre système d'assurance maladie et du fait que l'accès aux soins est possible pour tous. Et on voit bien inversement la montée dans un certain nombre de champs des entreprises privées qui surfent un petit peu sur ce champ, donc que ça soit à travers les nouvelles applications de smartphones ou les offres de services dans le champ. Bon, il y a un moment, il faut essayer de jouer la complémentarité. Voilà, je pense que le tout public n'est pas possible, le tout privé ne serait pas une bonne chose, et qu'il faut pouvoir disposer d'acteurs privés qui sont parfois plus dynamiques et qui s'orientent plus vers ceux qui ont plus de moyens, et puis d'acteurs publics qui sont aussi là pour compenser ceux qui ont moins de moyens, pour pouvoir, je sais pas, faire les salles de sport et l'activité physique, de manière à ce que les jeunes des banlieues puissent, ou les malades dans les banlieues puissent aussi bénéficier de cette offre de services. Et donc, toute l'idée du régulateur dans le champ, c'est de trouver cet équilibre en étant capable de faire un état des lieux, en étant capable d'identifier les ressources publiques et privées dans le champ, et de faire en sorte qu'on respecte un certain équilibre. Oui, c'est la même chose, quoi. Voilà, donc il faut réussir à trouver l'équilibre. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes sont dans une situation de précarité financière énorme, et que les coûts de soins, les coûts diététiques non remboursés par la sécurité sociale peuvent s'avérer très lourds pour des ménages. Et là, c'est très important que ce type de situation soit identifié, soit documenté, soit suivi,
de manière à ce qu'on puisse trouver un certain nombre de réponses, parce qu'il faut bien admettre que plus les situations seront identifiées, plus on sera capable de mener des actions préventives, parce que d'une manière générale, le soin coûte toujours plus cher que la prévention. Voilà. Mais la difficulté de la prévention, c'est que la prévention, c'est un investissement de départ. C'est un investissement de départ qui apparaît assez peu à court terme, mais plutôt à moyen terme. Et donc les politiques sont assez peu engagés à porter la prévention, parce que un politique, sa durée de vie, c'est 2, 3 ans, 5 ans, voilà, maximum. Et après, on change. Hein. Et donc eux, ils ont toujours beaucoup de besoin de visibilité. Et de temps en temps, il y a des lois structurantes. Je parlais de celle de Monsieur Evin ou celle de Madame Veil en 76 sur l'avortement, qui sont des grandes lois qui font avancer notre société et qui sont des formes d'investissement pour l'avenir et qui donnent des cadres pour pouvoir s'accrocher. Et donc, moi, je plaide pour qu'à la sortie de cette crise, on ait un Ségur de la santé publique qui, au moins reconnaisse ce que je disais tout à l'heure sur la prévention, et qui dise au moins 10% de nos ressources financières, assurance maladie, seront dédiées à la prévention, et qu'on s'organise pour optimiser au maximum l'utilisation de ces crédits-là. Ça serait une très grande avancée. Et toujours en termes d'investissement, on pourrait se dire, je l'ai écrit dans Le Monde, dans une tribune que j'ai faite en septembre, je pense qu'il faut, puisqu'on est dans une logique d'investissement pour l'avenir, il faut aussi miser sur les jeunes et les très jeunes. Et donc la rénovation de la politique de l'enfance, que ça soit la PMI, que ça soit la santé scolaire, que ça soit les centres médico-psychologiques, tout ceci est important, que ça soit l'aide sociale à l'enfance aussi. Hein, je pense qu'on a peut-être besoin de repenser tout ça, tous ces organismes qui sont anciens, qui datent de 45, se sont un peu délités, n'ont pas toujours été accompagnés à la hauteur du service rendu pour ces populations. On a aujourd'hui pas mal de populations fragilisées. On créerait une politique unifiée de l'enfance avec une dimension forte de santé. Je pense que ce serait un atout pour l'avenir, et puisque on parle d'investissement, miser sur les jeunes, c'est aussi miser sur demain. Oui, merci de cette question. C'est une question importante. C'est quelle rémunération pour l'hôpital demain? Donc aujourd'hui, on est sur un financement mixte. Hein. On a la tarification à l'activité et puis on a les missions d'intérêt général, qui sont quand même des missions de santé publique pour la plupart d'entre elles. Honnêtement, je pense qu'il faut qu'on arrive à évoluer, que le gouvernement arrive à proposer d'autres solutions. Hein. Donc, moi, je suis assez favorable à un système qui soit mixte, qui prenne en compte la tarification à la journée. Moi, je pense que pour les soins palliatifs, la tarification à la journée, ce serait très bien. Voilà. Je pense que pour les maladies chroniques, on pourrait rentrer dans une prise en charge forfaitaire. Prise en charge du diabète ou des maladies inflammatoires, voilà, ça poserait pas de problème, et qu'on puisse garder, je sais pas, pour les appendicites, les opérations de la thyroïde ou les opérations extrêmement programmées, un peu de tarification à l'activité. Voilà. Mais sur le fond, il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre financier pour les hôpitaux pour qu'ils puissent vivre demain. Mais sur le fond, il faut quand même faire le constat de l'échec de la loi de 91 sur l'hôpital, sur les établissements de santé, qui a imposé à l'hôpital d'avoir une stratégie de prévention, promotion de la santé hospitalière. Les hôpitaux promoteurs de santé, c'était quand même à cette époque-là que ça avait été dit. Force est de constater que 30 ans après, on n'a pas beaucoup avancé dans ce champ-là, et les hôpitaux, en tout cas tels que je les connais, ils sont tellement débordés que quand vous leur dites vous pourriez faire un peu de prévention, promotion de la santé, en dehors peut-être du tabac ou de la prise en charge des addictions, ils vous regardent un peu d'un air désabusé en disant mais attends, on a énormément de choses à faire. Et donc,
moi, je pense que derrière ça, il faudrait trouver une nouvelle organisation incluant l'hôpital et la médecine de ville et les ARS. Et je pense que les ARS ont aussi besoin de la santé publique et on a besoin d'une santé publique ouverte sur les territoires et articulée avec le système de soins. Et que peut-être d'avoir une santé publique qui ne soit pas strictement hospitalière, qui soit une santé publique ouverte vers la ville, en lien avec les ARS qu'elle conseillerait, en lien avec les acteurs libéraux des CPTS, permettrait de trouver une solution. Et que s'il y avait des moyens à donner, j'ai envie de dire, mais donnons-les à des nouvelles structures de santé publique qui soient à la croisée de l'ensemble des acteurs pour promouvoir la santé sur le territoire. Voilà, c'est ça ma vision, un peu en raccourci, il faudrait que je puisse développer, voilà. Bien sûr, c'est une question qui est importante, hein, qu'on s'est beaucoup posée, hein, à savoir, quand on a créé Santé publique France, on a voulu avoir pleinement et sous la responsabilité de l'agence des cellules d'intervention en région qui sont des équipes de Santé publique France, d'épidémiologistes. Voilà, et on a obtenu ça, et je pense que si on a un aussi bon système d'information aujourd'hui, c'est grâce à ce dispositif qui structure le système national et qui évite que chacune des régions ait fait sa petite épidémiologie de terrain, ce qui nous permet d'avoir une vision nationale. Et c'est très important, il faut maintenir ça, contrairement à ce que disent les agences régionales de santé qui voudraient récupérer ce personnel-là. Pour la prévention, on avait évoqué le schéma de se dire mais pourquoi il ne serait pas aussi des acteurs de relais de Santé publique France en région. Les directeurs d'agences régionales ont dit mais non, on a des directions de la santé publique et c'est à nous d'animer la prévention, il est hors de question, c'est une ligne rouge pour nous. La question pourrait être posée à nouveau. D'une distinction entre un rôle d'une ARS qui est quand même l'équilibre financier de l'offre de soins sur le territoire et le pilotage de la santé publique qui probablement pourrait être aussi mixte dans le champ prévention et promotion de la santé, parce que les savoirs scientifiques aujourd'hui sont à l'agence, et même si on a des très bons médecins et professionnels de santé publique en ARS, elles sont loin en termes de masse critique d'une dimension suffisante. Voilà. Donc, alors il peut y avoir plein de schémas. Hein, donc voilà. Donc je dis, on pourrait se dire aujourd'hui les ARS doivent renforcer leur direction de la santé publique et faire de la vraie santé publique et donc en particulier de la prévention. On pourrait se dire il faut que le travail en commun avec Santé publique France et les ARS soit beaucoup plus proche en matière de prévention et promotion de la santé parce qu'aujourd'hui il n'existe pas. Voilà. Donc on a un curseur à trouver entre plus de structuration en ARS et plus de structuration décentralisée de Santé publique France. Mais là, je parle pour que quelque chose qui ne me concernera pas étant à la retraite. Hein, donc, il y a une conviction, d'ailleurs c'est dans la fin de mon livre, je l'évoque, je dis qu'une des réformes, je ne l'ai pas évoqué mais j'aurais dû le faire plus tôt, une des réformes attendues, par moi en tout cas, pour le Ségur de la santé, c'est de donner aux collectivités territoriales, régions, départements, communes, des compétences en santé. Et ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui elles n'en ont pas. Donc aujourd'hui, c'est quand même l'État, dans sa déconcentration, qui pilote en région ou en département. Et si on veut demain faire de la santé dans toutes les politiques, si on veut demain qu'il y ait une offre de services qui est faite dans le domaine et qui soit adaptée à la population, il faut se rapprocher du terrain. Et aujourd'hui, on voit bien que la commune est un bon échelon, parce que quand vous avez un maire qui est soucieux de la santé de ses populations, il a quand même les moyens d'agir. Et donc, cette évolution des compétences attendues par les collectivités territoriales et les régions ont des moyens dans ce domaine-là, permettrait
probablement d'un certain nombre de changements. Et on voit bien que si on arrivait à ça, peut-être que déjà PMI, santé scolaire, reprendrait un nouveau souffle dans ce sens. Et quand j'attends, moi, une politique de l'enfance, mais on pourrait se dire une politique de prévention pour les maladies chroniques, de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde dans d'autres pays du monde, on a effectivement des maisons de santé qui sont des lieux d'accroche pour les personnes les plus isolées, pour les personnes qui recherchent comment mieux s'alimenter sur le plan nutritionnel ou avoir plus d'activité physique ou pour faire du dépistage. On voit bien que cette logique-là est posée. Et voilà, et ce ne seraient pas des dispensaires antituberculeux ou de santé mentale comme on les avait à l'époque, mais des maisons beaucoup plus ouvertes sur le champ.